C'est vrai que dans cette collection Passion Train, nous avons mis l'accent avant tout sur le matériel, sa grande diversité, sur les infrastructures, les conditions d'exploitation et également les hommes. Mais c'est vrai, allez, je reconnais que nous avons un peu négligé ce qui est l'essentiel même, la base du chemin de fer, comme son nom l'indique, la voie ferrée, le chemin de fer. Et comme le fait remarquer Clive Lemming, notre historien, eh bien, le chemin de fer, c'était la route ferrée, c'est-à-dire la route avec des plaques de fer au début. Alors ça mérite un petit retour historique. Alors, quand est apparue la voie ferrée? Difficile de dire. Toujours est-il qu'on retrouve la première trace écrite en 1734. En 1734, un certain monsieur Jeff Allen avait une carrière à Bath. Il transportait donc de gros blocs de pierre jusqu'à la rivière, qui était le seul moyen de transport lourd, la voie navigable. Il utilisait donc des chariots tirés par des chevaux. Mais ces chariots avaient des roues en fer, des roues avec un boudin pour le guidage, et ils roulaient non pas dans la terre où ils risquaient de s'enliser, mais ils roulaient sur des longerines en bois. Et ben voilà, vous aviez déjà tous les prémices, tous les ingrédients qui allaient devenir le chemin de fer. En fait, les choses se sont faites par étapes. Les boudins qui étaient à l'extérieur, on les a mis à l'intérieur. Et puis, avec l'essor de la mine, surtout en Angleterre, les chariots étaient de plus en plus lourds. Au lieu de rouler sur des longerines en bois, ils ont roulé sur des plaques de fonte, puis des longerines en fonte, et puis à la fin, avec le développement de la technologie, eh bien, sur des barres d'acier. Et ces barres d'acier qui, au départ, étaient portées par des blocs de pierre, et on en voit ici, regardez, à la Cité des Trains à Mulhouse, l'une des premières lignes, la ligne Paris-Strasbourg, alors qu'au départ, on avait mis les barres de fer, les rails, sur des traverses, eh bien, on les avait mis sur des blocs de pierre pour revenir ensuite sur les traverses. Et les traverses sur le ballast, eh bien, ça donne la voie ferrée aujourd'hui. Et cette voie ferrée, eh bien, elle a en quelque sorte 300 ans. Et c'est sur cette même voie ferrée, disons sur son principe même, qu'aujourd'hui on était capable de rouler à près de 600 km/h. En fait, l'évolution s'est faite lentement. Attendez, par exemple, prenons le rail. Le rail, au départ, je vous l'ai dit, c'était des longerines en fonte, puis des barres d'acier. Il y a eu différents types de rails. Il y a eu, regardez bien, le rail Barlow, une espèce de V évasé, renversé. Il y a eu le rail à gorge, le rail dit de Broca, qui est le rail qu'on voit encore sur les tramways. Il y a eu également le rail à coussinet. Regardez comment il est fait, ce rail. Ce rail, il est symétrique, c'est-à-dire qu'on peut le retourner en cas d'usure. Et pour le maintenir vertical, il repose sur un coussinet, une semelle en fonte, et il y a une cale métallique que l'on enfonce à la masse, et le tout est tirfonné sur les traverses. Et ce n'est qu'en 1830 qu'un certain William Jessep, toujours en Angleterre, a eu l'idée de faire le rail qu'on appelle Vignolles, c'est-à-dire le rail à patins, le rail qui est aujourd'hui universellement répandu. Voilà donc pour l'évolution. Le truc reste encore un autre problème. Et l'écartement, me direz-vous, alors ça, c'est une autre histoire assez étonnante. En fait, au début de ce qui était de devenir le chemin de fer, les écartements étaient variables. En fait, on était conditionné par le fait que les voitures à chevaux, entre les deux timons, il fallait pouvoir loger les deux croupes de gros chevaux de trait. Voilà ce qui donnait sensiblement 1,5 m. Mais ça ne suffisait pas. Lorsqu'on est passé avec des roues en fer, eh bien, c'est un certain Stephenson, toujours un Anglais, qui au moment du concours de Rainhill en Angleterre avec sa locomotive La Fusée, a fait qu'on a utilisé une voie en fer à écartement 1,422 m, c'est-à-dire 4 pieds 8 pouces. Mais comme il savait qu'il fallait un léger surécartement d'un demi-pouce pour pouvoir s'inscrire dans les courbes, elle est devenue d'à 4 pieds 8 pouces et demi, autrement dit 1,435 m. Ça y est, le chemin de fer était né. Donc, ce DVD est consacré à la voie ferrée, ou plutôt à sa maintenance qui est capitale pour la qualité de roulement et la sécurité, c'est-à-dire le renouvellement des voies ferrées. Donc dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film « Rénovation de la ligne TGV Sud-Est ». Et oui, cette ligne inaugurée en 1980 a vu passer des milliers de TGV à grande vitesse. Eh bien, il faut procéder au renouvellement, notamment du ballast. Et vous allez voir, c'est une énorme mise en route, une énorme infrastructure qu'il faut mettre. Et le tout est bien sûr très mécanisé. Et vous allez voir que le gros problème, eh bien, c'est le volume énorme de ballast qu'il faut manipuler, amené par des convois très lourds, mais également pouvoir le vieux ballast stocker
et recyclé. 4 bonus. Premier bonus, le matériel, la voiture Mosin, du nom d'un ingénieur de la SNCF, Monsieur Mosin, qui a mis au point une voiture qui permet d'ausculter les voies ferrées de façon à en déterminer les corrections à apporter pour l'entretien. Des idées d'avance? Mélusine, et oui, avec l'avènement du TGV, eh bien, tirer une voiture Mosin à 120-140 km/h était un peu lent pour le TGV. Et pour se remettre dans les conditions d'exploitation à grande vitesse, eh bien, on a inventé une rame, la Mélusine, qui, circulant à 300 km/h, enregistre toutes les déformations de la voie. Voie sans joint. Voie sans joint, c'était des idées d'avance, c'est-à-dire, pour améliorer le confort, eh bien, on a eu l'idée de souder les rails bout à bout de façon à faire des barres longues. Mais pour cela, il a fallu également, pour tenir compte de la dilatation, de mettre des joints en sifflet. Enfin, un homme à métier, ou plutôt des hommes, le personnel chargé de l'entretien des voies. Au début, c'était, vous l'imaginez bien dans le chemin de fer, c'était la pelle, la pioche et puis les bourreuses de ballast. Maintenant, bien entendu, ce sont des machines. Le ballast, tout le monde le connaît ou pense le connaître, car depuis toujours, il fait partie du paysage ferroviaire. Depuis l'origine du chemin de fer et à toutes les époques, il a fait l'objet de toutes les attentions. Manuel d'abord, puis mécanique ensuite, avec l'invention de techniques nouvelles de maintenance. Mais avec l'avènement de la grande vitesse et la construction des lignes nouvelles, le ballast a dû répondre à plusieurs exigences. En révélant d'autres propriétés, il a su s'adapter aux caractéristiques de la voie moderne. Les qualités mécaniques du ballast sont apparues très rapidement. Dès le siècle précédent, donc, il apparaissait les 3 fonctions essentielles qui étaient d'abord, bien sûr, d'être drainant, ensuite de supporter la voie et, le 3e point, d'amortir les vibrations. À ces 3 premières fonctions qui se sont bien sûr révélées importantes pour la suite de l'histoire de la voie, s'est ajoutée une 4e. Indispensable. Cette fonction est le rôle d'ancrage que joue le ballast pour éviter toute déformation de la voie moderne constituée de longs rails soudés. À ces fonctions essentielles, s'en ajoute une 5e, récemment reconnue et très appréciable. Elle concerne la protection de l'environnement par l'absorption du bruit. Enfin, gage de bons résultats et de coûts modérés, le ballast par sa résistance à l'effort autorise un entretien mécanique de la géométrie de la voie par bourrage lourd. Mais pendant plus de 15 ans, les conditions d'exploitation commerciale et les rigueurs de l'entretien mécanisé ont soumis les éléments constitutifs de la voie à des contraintes majeures. Aujourd'hui, le ballast est entré dans une phase de dégradation irréversible. Le ballast qui a été mis en œuvre en 1981 était tout à fait conforme aux règles de l'époque, mais sans recherche particulière de qualité. Et il s'est avéré, à l'usage de la grande vitesse et des sollicitations qui étaient ainsi générées, que des phénomènes, notamment d'attrition, sont apparus assez rapidement. Cette usure du ballast a produit bien sûr un certain nombre de fines particules qui ont colmaté la couche inférieure de ce ballast. Par ailleurs, ce matériau n'ayant pas toujours une dureté suffisante, s'est fragmenté sous les nombreux bourrages et sous l'effet des charges dynamiques, si bien qu'on a eu le double effet d'une pollution du ballast et d'une fragmentation de ce matériau. Et c'est la combinaison de ces 2 éléments qui a produit ce type de matériaux relativement actuellement impropre à un bourrage, un bon bourrage et une bonne tenue du nivellement.
C'est un petit peu ce cycle infernal qu'il a fallu arrêter. Et c'est pour cela qu'en 1996, la maintenance de la première ligne à grande vitesse française est entrée dans une campagne de rénovation. Une opération réalisée sur 220 km et engagée pour une période d'au moins 6 ans selon une organisation bien établie. Des mesures qui se devaient, avec près de 200 TGV par jour en conciliant efficacité et rendement, de privilégier la priorité commerciale. Avec côté chantier, une interception de voies entre 21h et 7h doublée en milieu de nuit d'un intervalle simultané de 4 heures. Et côté circulation avec un ralentissement après travaux à 120 km/h qui limite à 4 minutes l'impact commercial. Pour réduire le temps de parcours, d'installation et de repli du chantier, des bases travaux sont créées et aménagées le long de la ligne à grande vitesse. Pour la campagne 96, les bases de Passilly et de la cour d'Arcenay ont accueilli l'ensemble des trains de travaux. C'est de ces bases, au début de chaque interception de voie, que sont engagés les engins sur la zone de chantier. Pour les campagnes futures, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, d'autres sites seront créés. C'est ici, pendant le jour, que la chronologie du travail de la nuit qui va suivre se met en place avec l'entretien des engins, les vérifications de sécurité et la préparation des trains. L'ensemble du matériel roulant est conforme aux exigences et à la réglementation des lignes à grande vitesse. Il est équipé de la signalisation embarquée, de la radio sol-train et développe une puissance capable de répondre aux effets d'un profil topographique difficile. Comme les pièces d'un puzzle, 30 engins de traction SNCF, locaux tracteurs d'entreprise, dégarnisseuses et wagons autodéchargeurs appelés VAD se préparent quotidiennement à répondre aux prévisions de planning et de rendement. Un balai animé par 350 agents de la SNCF de toutes fonctions et par 160 techniciens d'entreprise au service des 80 km de voies traitées au cours de chaque campagne annuelle. Répétée chaque nuit. La mise en place de la chaîne de dégarnissage prélude à l'arrivée sur le chantier de la suite mécanisée de renouvellement. On va mettre en place la machine. La rapidité d'exécution de cette opération constitue un crédit de temps de travail qui permettra à la dégarnisseuse de réaliser en une nuit un rendement supérieur à 700 mètres. Il va tirer sur le coup, sans problème. Avec ses 576 mètres de longueur, le train de dégarnissage composé d'une dégarnisseuse et de ses wagons trémies autodéchargeurs est tracté par 6 locomotives diesel développant 11 000 chevaux. Une puissance exceptionnelle, imposée par des rampes de 35 pour 1000 similaires à celles des autoroutes. Après la mise en place de son organe essentiel, la dégarnisseuse, sur un front d'attaque de 5,20 m, est prête à évacuer en une seule passe les 40 cm de ballast usagé au rythme moyen de 200 mètres à l'heure. Au maximum de son rendement entre 23h et 3h du matin, la dégarnisseuse gère le matériau ainsi prélevé et le dirige vers un crible intégré. 90% du ballast est chargé sur les VAD, 10% est recyclé en voie. Côté voie de circulation et avant l'interception simultanée, la dégarnisseuse, grâce à l'adaptation de son gabarit, progresse sans contrainte particulière. La précision et la qualité du dégarnissage garantissent la remise en œuvre du ballast recyclé et préparent la plateforme à recevoir les 35 cm de ballast neuf.
Pendant les rotations des wagons autodéchargeurs et pour assurer la continuité du chantier, le ballast pollué est stocké sur des aires aménagées où il sera repris au cours d'opérations ultérieures. Après déchargement, le train VAD, composé de wagons trémies d'une capacité de 40 mètres cubes, reprend sa place dans la suite de dégarnissage. Après un remplissage automatique, les rotations se succèdent toutes les 10 minutes. C'est ainsi plus de 3000 tonnes de matériaux usagés qui seront évacués chaque nuit. Entre 4 et 7 heures du matin, les phases de finition commencent par un reballastage de la voie. À raison de 4 tonnes par mètre, 3000 tonnes de ballast neuf sont ainsi mises en œuvre par 6 passes successives d'une hauteur de 8 cm. Après un régalage de mise en forme, plusieurs phases de bourrage garantissent la qualité durable d'un nivellement, qui doit permettre une vitesse de reddition à 120 km/h et des raccords de profil très soignés avec la voie non traitée. Un contrôle de la qualité géométrique de la voie de chantier est effectué pendant toute la durée des opérations et validé par des enregistrements informatiques et graphiques. Une stabilisation dynamique, gage de fiabilité et de stabilité pour la voie rénovée, achève toutes les phases de travaux mécanisés. Avant les systématiques vérifications de sécurité pour un chantier qui doit donner toutes les garanties de longévité. L'opération de renouvellement de ballast permettra de régénérer cette voie et il est certain qu'avec les qualités du ballast mis en œuvre aujourd'hui, nous sommes partis pour une durée de vie de ce ballast certainement plus longue que celle de la première mise en œuvre. Et ceci, bien que les charges et les vitesses pratiquées soient certainement en extension. Nous avons aujourd'hui une pose ballastée qui a répondu à toutes les attentes, y compris de la très grande vitesse. Il est donc naturel que nous continuions cette technologie dans son domaine de pertinence. Une pertinence confortée par la qualité des résultats de la campagne 96 et qui prépare la ligne du TGV Sud-Est aux exigences techniques et commerciales de demain. Dans un rail de chemin de fer, les fissures transversales du champignon sont les plus graves. Étant internes, elles échappent à tout examen visuel et fatalement amènent progressivement une rupture. Afin d'augmenter la sécurité des transports et d'éviter la présence de tels défauts, la SNCF a entrepris la détection systématique de ceux-ci. De cette idée est née la voiture de contrôle des rails qui va permettre la mise en évidence de ces dangereux inconvénients. C'est par un procédé électromagnétique que l'on détectera d'abord une présomption de fissure. À cet effet, sous le châssis, placé entre les roues de la voiture,
de petits bogies portent l'installation électromagnétique de détection. À l'intérieur, 2 groupes générateurs fourniront le courant nécessaire aux différents appareils de bord. 3 génératrices, entraînées par un moteur à essence de 100 chevaux, vont alimenter les démagnétiseurs, l'appareillage électronique et les électroaimants qui se déplacent parallèlement à chaque fil de rail grâce aux 2 bogies spéciaux sur lesquels ils sont installés. Ces derniers sont relevés automatiquement par vérin hydraulique lorsque le travail est terminé. La voiture, maintenant complètement équipée, est dirigée vers l'atelier de peinture pour se soumettre aux exigences de la coquetterie. La voiture de contrôle des rails est prête au travail et son personnel vient en prendre possession. Tout de suite, l'opérateur électronicien procède au délicat réglage des amplificateurs dont le rôle est primordial au cours de la détection, cependant que dans la salle centrale, les moteurs ronflent, entraînant les génératrices. Cette salle des machines est insonorisée afin d'éviter les bruits qui pourraient troubler l'attention de l'observateur installé dans la cabine de détection. Le pick-up ou self étalonné dont nous verrons l'utilité plus loin et les électroaimants sont abaissés vers le rail. Tout est prêt pour la prospection. En route! Le petit convoi remorqué par une draisine roule lentement, 13 km/h environ, afin de permettre à l'observateur de suivre aisément sur la bande enregistreuse les inscriptions et d'examiner la surface des rails qui, en fuite, défilent devant lui. Pour chaque fil de rail, 3 styles enregistreurs à haute sensibilité inscrivent sur la bande la conclusion de l'inspection électromagnétique qui permet de scruter l'intérieur du métal. Pour arriver à ce résultat, les 2 électroaimants induisent dans le champignon du rail un champ magnétique d'une intensité suffisante pour saturer l'acier. Le démagnétiseur atténue ensuite l'intensité du champ rémanent dans la couche immédiatement sous-jacente à la surface de roulement. La détection proprement dite est réalisée par le passage dans le champ rémanent du pick-up dans lequel se produit une faible tension au passage d'un défaut interne. Les variations de tension amplifiées excitent d'une part les relais actionnant les styles enregistreurs et d'autre part provoquent la projection d'un jet de gasoil sur le rail afin de repérer exactement l'endroit de la discontinuité. Rien ne se signale jusqu'à présent à part le passage des joints ou bien quelques défauts bénins de surface. Ah, 3 styles de la file gauche viennent d'imprimer 3 coches bien nettes. Par interphone, l'observateur commande l'arrêt du convoi. On va procéder maintenant à l'essai électrique de confirmation qui consiste à faire passer dans la partie du rail à examiner un courant de forte intensité sous une faible tension, 1500 ampères sous 2 volts. Ce courant est fourni par un groupe installé dans la salle centrale de la voiture. Sur le rail, d'un côté de la fissure présumée et repérée par le jet de gasoil, on place un contact. Le retour du courant est assuré par un contact magnétique fixé de l'autre côté de la solution de continuité. À l'aide d'un contact glissant qui comprend les 2 extrémités d'un circuit dans lequel est installé un millivoltmètre, on va exactement localiser le défaut. L'absence de variation de tension signifierait que l'indication donnée par le procédé électromagnétique ne correspondrait pas à une solution de continuité effective dans le champignon. Mais si la chute de potentiel augmente subitement, il y a fissure interne. C'est ce qui se produit ici. La lecture indique une section du champignon fissurée à 85%. C'est ainsi que pendant une année d'auscultation, 200 taches ovales de ce genre et 300 autres défauts graves du champignon ont été détectés. Il est donc permis d'espérer que le nombre de ruptures de rails en service deviendra très faible grâce au travail minutieux de la voiture de contrôle. Les
voie se déformant imperceptiblement dans le temps, sous l'influence du passage des trains, les techniciens ont créé des sections spécialisées pour connaître à tout moment la qualité de la circulation du matériel dans la voie, tout en contrôlant celle-ci afin de parer immédiatement à tout ce qui pourrait nuire à la sécurité et au confort. Pour de tels contrôles, un train composé d'un véhicule moteur, d'une voiture de mesure et d'une autre pour l'observation de la voie est mis en route. Munie de galets Palper, la voiture de contrôle des voies, de construction spéciale, très rigide, possède une grande salle permettant une vue panoramique de la voie sur l'arrière. L'opérateur devant la table d'enregistrement suit le déroulement de la bande et le tracé des styles qui sont reliés par transmissions funiculaires indéformables au galet Palper. La bande enregistreuse se déroule en fonction de l'espace parcouru et les styles reproduisent l'état exact de la voie dont les défauts sont enregistrés en vraie grandeur, évitant ainsi toute mesure ultérieure sur le terrain. Tous ces enregistrements sont indépendants de la vitesse, mais celle indiquée par le TELOC est continuellement observée par les opérateurs, car c'est surtout aux grandes vitesses que le matériel donne les plus grandes réactions à la voie. Pour obtenir des enregistrements superposables au pas ou en vitesse, les transmissions ont été réalisées en alliage léger avec rappel par ressort de caoutchouc, ces derniers étant 14 fois plus légers que ceux en acier. La partie principale du dispositif d'enregistrement est protégée à l'intérieur même de la table. L'opérateur souligne au passage, sur le graphique, les irrégularités éventuellement apparues au passage du train d'essai et confronte la bande précédemment tirée qui se déroule parallèlement et à la même vitesse sur la table de travail. 180 000 km de voies sont ainsi examinés annuellement par les 3 voitures de contrôle que possède actuellement la SNCF. Chaque voiture peut être utilisée seule, incorporée dans les trains pour effectuer des contrôles périodiques sur les réseaux français et étrangers. L'examen du graphique en cours de déroulement ne peut être que sommaire. Aussi, l'essai de la tournée terminé, les ingénieurs procèdent au dépouillement minutieux des enregistrements qui décideront, après étude, du programme des travaux d'entretien de la voie. Une deuxième tournée permettra de s'assurer de la qualité des travaux. Les divers enregistrements portés sont le gauche, le nivellement fil intérieur, le nivellement fil extérieur, variation du dévers, flèche de la file intérieure, flèche de la file extérieure et la variation de l'écartement des rails. Dans la voiture de mesures oscillographiques, 18 phénomènes peuvent être enregistrés simultanément grâce à un appareillage électrique des plus complexes. Placé dans le véhicule à étudier, un accéléromètre à quartz servant en général à l'enregistrement des accélérations verticales et transversales transmet ces réactions aux oscillographes cathodiques qui les concrétisent par leurs spots lumineux. Les techniciens peuvent, sur ce tableau lumineux, suivre la vitesse du train durant l'essai. Ils observent constamment les phénomènes traduits par les points lumineux sur les oscillographes, tandis que la vitesse doit, en général, être maintenue constante. Cette observation visuelle pendant l'essai est complétée par un enregistrement photographique effectué avec d'autres oscillographes. Ceci permettra aux techniciens, après développement de la bande impressionnée, d'examiner les résultats de l'essai. Grâce à ces procédés, la SNCF veille constamment sur le confort et la sécurité. Pour améliorer la surveillance de l'infrastructure, la recherche invente de nouveaux outils. Ivoire est un système d'acquisition par caméra numérique linéaire à 100 kLs/s pour acquérir à 300 km/h sur le véhicule Mélusine
l'ensemble des 2 fils du rail. Ce qui nous permet d'acquérir en 3 jours l'ensemble des rails TGV et de pouvoir traiter dans les semaines suivantes tous les rails et détecter l'ensemble des défauts, principalement sur la table de roulement. Ces défauts aujourd'hui sont connus uniquement par les tournées à pied, ce qui nous prend 10 semaines pour balayer toute la ligne. Ivoire nous donnera donc tous ces défauts rapidement. Sur mon écran, ce que je vois, ce sont les 2 fils du rail en temps réel. Les images qui sont mémorisées sur les disques durs du système sont ensuite dépouillées. Le système est capable, en autonome, de donner des indications sur les défauts en fonction de leur taille et du point kilométrique considéré. Ce système Ivoire a été initié par la direction de la recherche qui a travaillé en collaboration avec la société Cybernetics. Cette phase de prototypage a débouché sur un constat de faisabilité et le système a été repris par la direction de l'infrastructure pour son stade de développement industriel et d'application sur le terrain. Nous avons obtenu une collaboration avec le service de recherche très efficace. Le prestige de la SNCF pour valider ce produit a permis de le proposer à l'internationalisation et donc de valider ce type d'acquisition sur d'autres véhicules de mesure et de pouvoir ainsi contrôler les voies aussi bien asiatiques qu'européennes et de proposer à nos ensembles clients ferroviaires tout ce qui est comme contrôle de voies à grande vitesse avec acquisition et stockage numérique et post-traitement. Autre exemple d'innovation, la télésurveillance des aiguilles. Nous souhaitons obtenir une meilleure disponibilité des installations et améliorer les conditions de travail des agents, notamment dans les aiguilles. Pour cela, nous avons besoin de mesures prévisionnelles fiables sur l'état des appareils. Actuellement, la télésurveillance nous apporte une aide efficace lors de la relève des dérangements. Nous avons défini avec les utilisateurs un principe d'équipement économique, simple de mise en œuvre et de maintenance. Des mesures sont effectuées sur le circuit de commande à l'intérieur du centre d'appareillage. Un module classifie les différentes observations. Les alarmes et les alertes ainsi générées sont transmises par le système de télésurveillance. Dans le cas des aiguillages, le système de télésurveillance mesure la puissance consommée par le moteur de commande. Si une aiguille présente un défaut, par exemple un manque de graissage, cette mesure permet de détecter et d'identifier le défaut. Les agents de maintenance sont alors alertés et peuvent intervenir au moment opportun. Ces outils sont en cours de réalisation et seront bientôt disponibles. Leur arrivée va créer les conditions d'une véritable maintenance prévisionnelle, plus sûre, plus efficace et plus valorisante pour les agents de maintenance. Les joints éclissés, que l'on a longtemps cru indispensables pour permettre la dilatation des rails, ont disparu dans la voie moderne. Désormais, les rails sont soudés bout à bout sur de grandes longueurs. Ils ne peuvent donc ni se dilater ni se raccourcir, sauf vers leurs extrémités. De ce fait, ils sont le siège de contraintes thermiques de traction ou de compression. Les plus fortes tractions se produisent évidemment en hiver, et les plus fortes compressions en été, sous l'effet des radiations solaires. Ces contraintes restent cependant dans des limites admissibles si l'on prend la précaution de fixer les longs rails soudés sur les traverses à une température moyenne. En France, la fourchette de température imposée est de 20 degrés à 32 degrés. Il est évidemment essentiel qu'il ne se produise pas de glissement des rails sur les traverses qui elles-mêmes sont ancrées dans le ballast. Pour cela, il faut des attaches assurant un serrage efficace et qui se conserve longtemps. Les attaches classiques ne remplissent pas cette condition essentielle.
C'est pourquoi la SNCF utilise des attaches doublement élastiques pour fixer les longs rails soudés. Elles sont malgré tout simples et peu onéreuses. Une lame en acier à ressort est placée entre le tire-fond et le patin du rail. La déformation élastique de cette lame est facilement mesurée près du bord du patin et ceci permet de contrôler l'effort de serrage exercé sur le rail. En outre, une semelle en caoutchouc comportant de profondes cannelures est placée sous le patin du rail. Au passage des roues, l'ensemble bat élastiquement. Les vibrations sont amorties par la semelle cannelée et le contact entre l'attache et le patin reste constamment assuré. Bien plus, l'effort de serrage ne subit que de faibles variations et c'est pourquoi le relâchement est très lent. Certaines voies sur traverse en bois comportent des selles, notamment dans les courbes. La semelle en caoutchouc est alors placée entre le rail et la selle. Dans le cas du rail UIC 60 kg, la selle donne directement l'inclinaison du rail et les griffons comportent une lame inférieure reposant sur l'épaulement de cette selle. Pour les traverses en béton, l'attache élastique comporte une boucle qui prend appui dans une cuvette et une lame inférieure sur laquelle bute le patin du rail. Des boulons tire-fond, enduits de mastic et vissés dans des garnitures métalliques scellées dans la traverse, assurent le serrage dans le cas des traverses mixtes Vanieux ou des traverses en béton précontraint SNCF VW. Avec les traverses mixtes en béton SNCF RS, on utilise les mêmes crapauds élastiques. Mais des boulons spéciaux à tête marteau viennent prendre appui par rotation de 90 degrés dans les encoches de l'entretoise métallique. Ces différents types d'attaches sur traverse en béton peuvent être isolés électriquement par des dispositifs simples. Voyons maintenant comment sont réalisés les longs rails soudés. La sidérurgie fournit des éléments qui ne peuvent dépasser une quarantaine de mètres. Ceux-ci sont assemblés en deux temps. En atelier d'abord par soudage électrique, en voie ensuite par soudage aluminothermique. En atelier, les rails sont soumis dans des soudeuses automatiques à une série de contacts discontinus. Ces accostages successifs échauffent les abous par effet Joule. Une presse hydraulique réalise ensuite un serrage continu des abous. La pellicule d'oxyde en fusion qui s'est formée pendant les accostages est éliminée sous forme d'étincelles. Les deux extrémités des rails ainsi portées à la température de soudure sont finalement pressées l'une contre l'autre avec une force de l'ordre de 40 tonnes et se soudent par forgeage à chaud. Le bourrelet est ébarbé mécaniquement par des couteaux ayant le profil du rail. Après dressage du rail dans le plan vertical et dans le plan horizontal, meulage et surfaçage de la soudure, la barre, dont la longueur n'est limitée que par l'emplacement disponible dans l'atelier, 300 mètres environ, est ripée sur une rame spécialisée où elle est chargée en 2 ou 3 lits superposés, puis ensuite acheminée vers le lieu d'emploi. La pose des longs rails soudés n'est qu'une des opérations d'un chantier de renouvellement qui met souvent en œuvre des moyens mécaniques importants
et s'exécute tout au long de l'année et parfois même la nuit. Lorsque la rame de long rail arrive en chantier, le conducteur transmet les ordres nécessaires aux mécaniciens par téléphone ou par radio. 2 barres sont déchargées simultanément. Chacune d'elles est amarrée à un câble dont l'autre extrémité est attachée à la voie. Elles sont guidées à leurs extrémités par 2 rouleaux à axe vertical et déposées sur les têtes des traverses au droit de leur emplacement futur. À partir de ces barres, on réalise ensuite par soudure aluminothermique en pleine voie des rails de longueur théoriquement illimitée. Les moules, préfabriqués en atelier, sont mis en place autour du joint, serrés, puis soigneusement rendus étanches. Le creuset est préparé, il reçoit le mélange d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium pendant que des brûleurs à butane préchauffent les extrémités. La réaction aluminothermique est amorcée. Elle se poursuit par réduction de l'oxyde de fer par l'aluminium. Quand elle est achevée, le métal est coulé dans le moule. Après refroidissement et ébarbage grossier, la soudure est soigneusement meulée avec des meules portatives qui rétablissent, dans la zone soudée, le profil des rails adjacents. Nous avons vu que les longs rails soudés doivent être définitivement fixés alors qu'ils sont sans contrainte à une température comprise entre 20 degrés et 32 degrés. Pratiquement, on est conduit à effectuer une opération spéciale appelée libération des contraintes. Les conditions atmosphériques étant toujours aléatoires, on s'en affranchit en utilisant des appareils de chauffage artificiel qui fonctionnent au propane. Nous allons voir comment se déroulent les phases successives d'une libération de contraintes et de fixation à température correcte en employant ces appareils. Les rails ayant tout d'abord été fixés à une température quelconque, la libération des contraintes n'est entreprise que lorsque la voie est suffisamment stabilisée, c'est-à-dire pratiquement après quelques jours de circulation. La libération des longs rails commence évidemment par un desserrage général des attaches. Les détirefonneurs partent de chacune des extrémités et se dirigent vers le milieu de la barre. Au fur et à mesure de l'avance du détirefonnage, les rails sont levés et mis sur des rouleaux que l'on a préalablement disposés toutes les 8 traverses. Ainsi sont facilités les mouvements longitudinaux des longs rails et l'annulation de leurs contraintes. Quelques coups donnés par des masses en bois ou en cuivre éliminent les frottements du rail sur les rouleaux. La première phase du travail se termine par la rencontre des 2 groupes de détirefonneurs au milieu de la barre qui, à la température du moment, se trouve être sans contrainte. C'est alors qu'interviennent les groupes de réchauffage, comprenant 2 ensembles identiques. Chacun d'eux est composé d'un lorry porte-bouteille et de 2 traînards qui roulent sur les rails. Un petit moteur assure leur déplacement. Chaque traînard comporte 10 brûleurs en quinconce,
dirigé obliquement vers le rail et recouvert d'une enveloppe demi-cylindrique en tôle inoxydable calorifugée. Le lorry supporte un bac à eau recevant 4 à 6 bouteilles de propane et permettant leur réchauffage éventuel au bain-marie par temps froid. On peut ainsi maintenir la pression d'alimentation normale des traînards lorsque les bouteilles sont vidées à plus de la moitié. Un dispositif de sécurité automatique complète l'appareillage. La pression d'alimentation des traînards est réglée à 1,5 kg par centimètre carré au moyen d'un mano détendeur. Les opérations préparatoires à la mise en route ne demandent pas plus d'1 minute. La vitesse de marche des groupes est déterminée en fonction de la température initiale du rail, de façon que chacune des 2 files soit portée à une température moyenne de 25 degrés. Si le rail est initialement à 12 degrés, la vitesse doit être de 11 mètres minute. L'opération de chauffage commence au milieu de la barre où le personnel se rassemble. Précédé des frappeurs, chaque ensemble se dirige vers les appareils de dilatation à la vitesse fixée. L'élévation de température voulue est toujours obtenue en une seule passe, ce qui est essentiel pour éviter toute hétérogénéité ultérieure des contraintes thermiques. La puissance des groupes a été étudiée dans ce but. La température effectivement obtenue est contrôlée par la mesure de la dilatation du rail au moyen de repères placés tous les 50 mètres. S'il y a lieu, la vitesse d'avancement des groupes réchauffeurs est corrigée au fur et à mesure suivant un barème. Immédiatement derrière le groupe de chauffage, les rouleaux sont abaissés. Le rail retombe dans les entailles et est immédiatement retirfonné. Il faut environ 1h25 pour le chauffage et le retirfonnage d'une longueur de voie de 1000 mètres. L'opération se termine par le raccord des longs rails aux appareils de dilatation par soudure aluminothermique. La voie est désormais prête à affronter les températures les plus basses comme les plus élevées et les trains pourront circuler en toute sécurité. Depuis toujours, les hommes ont demandé à la machine de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches journalières. La mécanique, cette science aux intarissables possibilités, leur a permis, à force de recherche et d'invention, d'améliorer progressivement leurs conditions de vie, d'économiser leurs forces et d'accroître le rendement de leur travail. Si, petit à petit, au cours des siècles, découvertes et inventions virent le jour,
Le chemin de fer, enfant du siècle dernier, ne devait pas faire exception à la règle du progrès. Témoin ces inspections de voies que 100 ans séparent. Au chemin de fer, si les travaux d'entretien courant de la voie imposent des limites assez étroites à la mécanisation, il n'en est pas de même des travaux de renouvellement qui, autrefois entièrement exécutés à la main, sont aujourd'hui pour la plupart mécanisés. La mécanisation des chantiers de voies a apporté de gros avantages dans la rapidité d'exécution du travail, car le procédé classique d'épuration et de renouvellement à la main comportait de graves inconvénients. Faible rendement, risque couru sur voie exploitée, tant au point de vue sécurité que qualité du travail, et aussi ralentissement de longue durée, gros consommateur de charbon. Les travaux d'épuration du ballast sont absolument nécessaires pour assurer l'évacuation des eaux de pluie hors de la plateforme, car l'humidité est toujours nuisible à la conservation et à la bonne tenue de la voie. En effet, le ballast peu à peu est pollué, colmaté, par l'agglomération des scories provenant des foyers de machines, les poussières atmosphériques ou pulvérulentes issues de wagons imparfaitement étanches, ou encore provenant du frottement réciproque des pierres. La germination des graines et le développement de la végétation, les déchets d'usure du matériel et les remontées d'argile de la plateforme contribuent aussi à colmater le ballast. Il faut donc périodiquement l'épurer. L'épuration du ballast sur voie non exploitée s'opère ici au moyen de la dégarnisseuse Drouhard. Une chaîne sans fin munie de raclettes passe sous les traverses de la voie qui est légèrement soulevée et calée. La chaîne travaillant dans un plan incliné transversal à la voie et guidée dans un couloir enlève le ballast, le dirige et l'élève jusqu'au tamis vibrant où il est nettoyé et séparé des détritus. Le ballast récupéré retombe dans la voie et les déchets reçus par un tapis transporteur orientable sont rejetés sur l'accotement. La voie elle-même, si bien entretenue soit-elle, n'échappe pas à l'usure et doit être renouvelée complètement de temps en temps. Le matériel de dépose et de pose collet l'oiseau que l'on utilise ici est très simple. Des portiques munis chacun de 2 treuils pouvant soulever 1000 kg se déplacent au-dessus de la voie sur un chemin de roulement constitué par des rails légers. Des éléments de voie entiers correspondant à la longueur d'un rail, ainsi soulevés, sont évacués vers l'avant du chantier où ils seront posés sur des petits chariots appelés diplories et de là dirigés sur un chantier de démontage. Dans un mouvement inverse, d'autres portiques utilisant le chemin de roulement apportent au-dessus des brèches les éléments de voie neufs. Ceux-ci, chargés eux aussi sur des diplories et constitués en un véritable train, parviennent d'un chantier de montage installé dans une gare voisine où ils ont été préfabriqués. Un tel procédé permet d'exécuter la substitution complète de 80 mètres de voie à l'heure avec un effectif d'une 20aine d'hommes.
Sur ce chantier, où règne une activité ordonnée et minutée, sont montés les éléments de voie neuve qui tout à l'heure seront dirigés vers le chantier de pose, utilisant un procédé dérivant du procédé Collet-Loiseau et perfectionné par la région sud-ouest de la SNCF, notamment pour l'utilisation d'un matériel moderne de transport et de manutention. Les traverses réparties sur la voie de montage sont mises en place avant de recevoir le petit matériel nécessaire à la fixation de la voie moderne. 2 portiques de 8 mètres de portée, munis de palans électriques de 5 tonnes, servent à la manutention des rails qui, sans aucun effort de la part du personnel, vont prendre contact avec les traverses. Le tire-fenage mécanique entre en action après équerrage et vérification du travelage. On poursuit le montage des éléments de voie qu'on appelle des longueurs. Prêtes au transport, elles vont être chargées sur des véhicules spéciaux appelés couplages, composés d'un châssis et de 2 bogies. L'attelage est classique, mais un couplage sur 2 est freiné à l'air comprimé et possède réservoir auxiliaire, triple valve, conduite, etc. Ce qui va permettre d'acheminer rapidement vers le chantier de pose les longueurs que l'on charge ici à l'aide des portiques électriques. Chaque couplage va recevoir 3 longueurs superposées qui seront solidement fixées au droit des 2 bogies et en son milieu. Conçus pour transporter des longueurs normales de 18 mètres, ces engins peuvent être allongés jusqu'à 24 mètres avec un cadre intermédiaire fixé par éclissage. Cette nouvelle conception du transport des longueurs permet d'acheminer celles-ci rapidement et en toute sécurité vers les chantiers de pose qui, en progressant, peuvent s'écarter beaucoup plus loin du chantier de montage. Ce dernier peut donc être confortablement installé pour une longue durée dans un endroit pratique et facilement accessible et fournir un renouvellement de 100 à 120 km de double voie. Le train de longueur arrive sur le chantier où va avoir lieu la substitution de la voie. Deux couplages vides, amenés par le train, sont destinés à recevoir les premières vieilles longueurs déposées. Aussitôt le matériel en place, la dépose commence. Elle s'effectue ici avec l'aide de portiques dont l'armature est tubulaire. Ces engins, munis de moteurs à essence pour la commande de leurs palans, se déplacent sur un chemin de roulement auxiliaire installé le long de la voie à renouveler. Répétant ici le travail des grands portiques du chantier de montage, ceux-ci arrachent et chargent aisément sur les couplages les éléments de la voie ancienne. Sommairement nivelé à la main, le ballast va recevoir la voie neuve. Et tandis que se continuent les opérations de dépose,
Le chantier de pose, proprement dit, suivant pas à pas, si l'on peut dire, va combler les vides par les éléments constitués amenés à pied d'œuvre par le train de couplage. Deux portiques identiques à ceux de la dépose entraînent tour à tour les longueurs vers leurs emplacements respectifs. Rapidement posées, les longueurs sont provisoirement déglissées pour permettre l'avancement du train de couplage au fur et à mesure de la progression du travail. Chaque couplage, libéré de son chargement, est transporté par les portiques au-delà de la brèche, où il est remis en voie afin de recevoir une charge de vieille longueur. Immédiatement réemployés, les couplages formeront, en fin de coupe, un train de voie ancienne. Acheminés vers le chantier de montage, les vieilles longueurs seront déchargées et démontées sur un emplacement réservé à cet effet, ce qui permet d'utiliser de façon rationnelle le matériel de transport et d'alimenter régulièrement les chantiers.